2-3 minutes d'attention, tant qu'il ne pleut pas. Je vais commencer par quelques petits remerciements. D'abord remercier, c'est commencé à être clair pour la météo, parce que hier à cette heure-ci, quand on a regardé sur tous les sites internet, ils annonçaient tous de la pluie depuis 9h du matin jusqu'à 16h. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore trop plu. Bon, d'abord remercier qui? D'abord remercier vous tous d'être ici présents pour cette belle journée de promotion pour l'élevage et pour le blanc-bleu belge. Ensuite, remercier, je vais commencer quand même par tous mes amis, parce que si tout est en place comme ici aujourd'hui, je crois que ça fait 4 jours qu'on est là en train de travailler de 16h allez, on va dire à 22h avec tous mes copains, toute une bande de copains qui sont ici. Ceux qui sont dans les cuisines, ceux qui sont un peu partout, c'est quand même toute une bande d'amis, et s'ils n'étaient pas là, on ne saurait rien faire de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, je tiens à les féliciter tous, et je vous demande de les applaudir. Parce que tout seul, on ne sait rien faire. Ensuite, je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à la journée d'hier, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais hier, on a reçu plus ou moins 240 enfants, enfin adolescents, entre 10 ans et 15 ans, et on a essayé d'un peu les sensibiliser à l'élevage, à l'agriculture, parce que tous les jours dans les médias ou à l'école, ils n'entendent pas que des choses positives. Donc on a essayé de les sensibiliser à ça. Le but de ce week-end-ci, il était là. Alors maintenant, vous savez qu'il va y avoir un petit débat. Et je vous demande d'être attentifs, parce que c'est vraiment un débat qui est super important pour tout le monde, parce que je crois qu'on est à un moment charnière. Il faut savoir que ici, à 50 mètres de vous, il y a des prairies où il y a des vaches. Et à 200 km d'ici, en Hollande, il y a une usine qui est en train de se construire, où on espère y faire de la viande en laboratoire. Donc c'est à vous de se poser la question, de savoir si dans 5 ans, vous avez encore envie de revenir ici et de manger un bon steak qui a été produit dans la ferme, ou si vous avez envie de manger un steak qui aurait été produit dans un laboratoire. Ça, la question, c'est pas moi qui me la pose, c'est à vous de vous la poser. Et je crois que c'est une question hyper importante au jour d'aujourd'hui. Alors maintenant, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais juste appeler mes 3 orateurs ici sur la piste. Je vais quand même, pour ne pas faire comme l'année passée, ne pas oublier ma petite femme, parce que l'année passée, je l'avais oubliée. Cette année-ci, je crois qu'il vaut mieux pas que je l'oublie. Je ne vais même pas vous dire la suite, je crois que vous le savez. Donc, je vais appeler Monsieur Léonard Théron, vétérinaire, qui va vous lancer le petit débat. Ensuite, Monsieur Frédéric Rollin et Manon Detry. Frédéric Rollin, je n'ai pas précisé, vétérinaire aussi à Liège. Et Manon Detry, qui est directrice de toutes les boucheries du Fray, et qui, je crois, a bien compris que maintenant, il fallait travailler avec des circuits courts. Donc, je vais leur demander tous les 3 de monter. Moi, je vais descendre, j'en ai dit assez. Et je vais passer la parole à Léonard, qui va essayer de lancer le petit débat, mais je crois qu'il a le talent pour, et que vous allez tous l'écouter. En tout cas, un grand merci à tous, et bon après-midi. Merci à tous, merci Manu de ta confiance. Alors je vais me livrer à un petit exercice de science-fiction. Mesdames, messieurs, chers visiteurs, mesdames, messieurs les élus, les pâtres modernes de notre troupeau de personnes, en guise d'introduction, je me lance ce petit exercice de science-fiction en jouant à anticiper le futur de notre agriculture. Nous sommes donc le 11 mai 2045, un peu comme dans le Grand Cactus. Manu Laruelle et Caroline organisent toujours la journée porte ouverte. Et les enfants et les grands y viennent comme en visite dans un parc zoologique. En effet, ce sont les derniers de la région à élever des grands ruminants, nos vaches. Les femmes et les hommes politiques ne sont pas là, l'agriculture ne représente plus que 1% des actifs, donc plus personne n'est intéressé. En effet, depuis 10 ans, moins de 5% de nouvelles vocations dans le secteur agricole. On prend désormais le train à lévitation magnétique à Warem pour rejoindre Bruxelles, qui s'étend jusque Louvain, où 70% de la population travaille dans un bureau,
Dans un bureau en haut d'une tour où je vois la ville à l'envers, où il contrôle mon univers. La construction du RER tant attendu aura permis de supprimer quelques centaines d'hectares de terres agricoles dont, de toute façon, nous n'avions plus l'utilité. En effet, depuis 2025, S. Bifrost a créé Artiviande, qui produit de la viande artificielle pour les restaurants et les supermarchés de la région. À la suite des premières carences et accidents industriels de ce produit chez les enfants, la faculté vétérinaire a supprimé la clinique bovine, qui ne servait plus à rien, et l'a remplacée par une unité qui forme les vétérinaires à la qualité de la viande de synthèse. Pour appliquer une politique compétitive face à nos voisins hollandais, des champions de la gastronomie, des usines de plats préparés végétaux sont devenues le nouvel Eldorado alimentaire. Et pour suivre ce développement industriel, il a fallu construire de l'électricité. Et donc, le gouvernement autonome de Wallonie a inauguré une nouvelle centrale photovoltaïque de 160 hectares sur des prairies dont nous n'avions plus besoin et relancé un réacteur à Tihange, ou comme on dit à Liège, à Tihange. Inauguration en grande pompe par nos ministres-présidents, Michel, Nollet et Debaux, mais comprenez en fait que ce n'est pas les actuels, c'est Teresa, Jeanne et Esteban dans la pure tradition wallonne de transmission du pouvoir. La sécurité était très élevée comme pour un match standard Anderlecht, car on craint les terroristes agricoles, bras armés des syndicats désormais interdits, qui demandent le retour à une agriculture familiale. En effet, de nuit, ils arrachent le tarmac et le béton pour y planter des prairies et des champs en signant « Redonnez-nous un air naturel ». On voit tout ça d'un air méfiant à l'usine de purification d'air installée à Fex-le-Haut-Clocher, qui recycle le méthane, qui n'a cessé d'augmenter malgré la disparition des vaches. Heureusement, Caroline et Manu peuvent compter sur les patrons du Belvint qui achètent encore leur viande naturelle à 750 € du kilo, dont 42% de TVA. Pour soigner leurs animaux, Charles Houbot est le dernier vétérinaire de la province de Liège, mais ne trouve malheureusement pas de successeur. Optimistes de nature, Manu et Caroline, la passion chevillée au corps, ils continuent à croire au pouvoir fertilisant de nos vaches. Ils sont en effet les derniers dont les terres sont en bonne santé. La chimie a remplacé les fumiers, mais nos terres en ont trop souffert. Je ferme là ma parenthèse temporelle. Un peu angoissante, mais si j'ai noirci le trait volontairement, sachez un truc, c'est que la moitié de ce que je vous ai dit existe déjà. Gardons à l'esprit que nos fermes familiales, notre écosystème d'Homo sapiens depuis des millénaires, est le seul rempart contre l'artificialisation totale de notre alimentation. Chaque citoyen a le pouvoir de changer les choses. Rien n'est perdu, mais gardez en tête que l'agriculture est alimentée par un carburant renouvelable, mais pas inépuisable, qu'on appelle la passion. Et c'est à vous d'alimenter le feu. Je vous remercie. Et maintenant, une petite séance de questions-réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a des participants qui ont des questions ici. Ici, à droite. Que pensez-vous? Tiens le micro qui arrive. Non, mais attends, on va voir la question. Qu'en est-il des hormones et des antibiotiques dans la viande reconstituée? Qu'en est-il de la chimie dans les burgers à base de soja? Qu'en est-il de la déforestation de la forêt amazonienne pour créer un agglomérat de soja qui représente un steak? Oui, ben voilà, 3 questions très intéressantes. Alors, concernant les hormones dans la viande artificielle, je ne sais pas s'il y en a qui sont utilisés là-dedans, mais je sais que c'est une viande qui est tout sauf propre. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est le nom que le marketing lui donne maintenant, et c'est bien parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas propre d'un point de vue environnemental, puisqu'il faut cultiver des cellules avec
de la chaleur. Hein. Il faut cultiver ça à l'étuve, à 37 degrés. Donc ça va consommer beaucoup d'énergie. Et... Pardon ? Ouais. Et puis ça va aussi nécessiter des substances antibiotiques et antifongiques pour éviter les contaminations de ces cultures-là. Alors pour l'instant, ils doivent utiliser des protéines animales pour faire de la viande artificielle. C'est un petit peu une gageure. Mais ils essayent de le faire avec des protéines végétales, mais c'est pas quand même très facile à faire. Donc d'un point de vue écologique et pour la santé humaine, ça n'aura rien à voir avec la viande que nous mangeons actuellement, qui ne nécessite pas d'hormones. Même si les blancs bleus belges paraissent hyper musclés, eh bien c'est tout à fait naturel, tout à fait naturel. Alors concernant la forêt amazonienne maintenant, là aussi on fait passer le message qu'on la déforeste pour nourrir les ruminants. En réalité, on la déforeste pour le bois qu'elle procure, le bois. Et puis, ils font des mises à blanc, ils se retrouvent avec des vastes zones dont ils ne savent que faire, et là, évidemment, ils vont semer du maïs et du soja, mais qui va essentiellement servir à nourrir les autres animaux de production, à savoir les porcs et les volailles. Les ruminants n'en mangent qu'une toute petite partie en réalité. Voilà. Sur le débat sur la viande, je pense qu'on peut, nous en tout cas bouchers, insister beaucoup sur le côté local, parce qu'en Belgique, on a la chance en fait d'avoir énormément d'agriculture locale. Les agricultures de Belgique ont suffisamment de surface fourragère que pour pouvoir garantir une production de viande qui est non industrielle. Et donc, il ne faut pas toujours nous comparer à l'industriel. Donc, on doit vraiment être là et on doit insister beaucoup sur la viande locale. On a du blanc-bleu belge, qui est une viande extraordinaire, qui est de chez nous. On a des surfaces fourragères, on a énormément de prairies, et des prairies qui sont là pour capter le carbone. Et donc, je pense que pour contrer tout ce débat anti-viande, on doit vraiment revenir à nos productions belges et locales, et les mettre en évidence. D'autres questions ? N'hésitez pas, hein. J'aimerais juste, tant qu'on est tous ensemble, là, on parle beaucoup de l'impact méthane des ruminants. Mais les gens ont tendance à oublier que le méthane, ça n'est qu'un atome de carbone, et il est issu de la fermentation des fibres que mangent les animaux. Ces fibres, d'ailleurs, qu'on ne sait pas valoriser, puisque nous, on ne mange pas de l'herbe. Mais en gros, quand vous avez des ruminants qui produisent du méthane, ils ont d'abord consommé du carbone. Et le carbone qu'ils ont consommé, c'est du carbone atmosphérique, pour l'essentiel. Et donc, le paradoxe qui voudrait faire supprimer les productions animales pour avoir une tendance à une alimentation purement végétale, c'est un leurre, dans le sens où ces deux productions, végétales et animales, sont dans un cycle depuis à peu près 100 000 ans. Et depuis 12 000 ans, on a maîtrisé donc la production végétale et la production animale, et on le fait pas parce qu'on aime ça, mais parce que c'est nécessaire. Et donc, rappelez aujourd'hui les gens qui veulent se passer de protéines animales que, tant mieux pour eux, mais il faudra toujours des mangeurs de viande, en tout cas des omnivores, pour permettre de boucler la boucle. Parce que c'est le plus ancien circuit court du monde. Oui, moi j'ai une question pour Madame de Try. Quel rôle le boucher pourrait avoir dans cette période de dénigrement de la viande ? Mais donc pour moi, le boucher, il a un rôle très important de communication, parce que le boucher, finalement, a la chance de pouvoir être face tous les jours au consommateur final. Et donc, on doit pouvoir utiliser tous les moyens qu'on a pour leur parler, pour communiquer. On a d'abord le personnel, le boucher, la vendeuse, qui sont là pour rassurer, pour expliquer qu'il faut manger local, je le répète, et qu'il faut manger équilibré, parce qu'on est quand même des omnivores, hein, on n'est pas nés herbivores, donc je pense qu'on a besoin de viande, nos enfants ont besoin de viande, il y a des protéines qui sont naturelles, il y a des minéraux, il y a du fer, donc on a besoin de viande, on est là et on doit le rappeler aux gens, il ne faut pas manger que de la viande, mais il faut aussi manger de la viande, absolument. Et puis alors on est aussi un endroit, et ça je pense qu'on le fait beaucoup avec Manu, un endroit où on peut permettre la rencontre entre le consommateur final et l'agriculteur, et ça
c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qui résonne dans la tête des gens et c'est faire venir l'agriculteur, le laisser expliquer son métier aux gens, faire goûter sa viande et lui rappeler que c'est la viande de chez nous parce qu'on a de la viande extraordinaire chez nous en Belgique, on ne doit pas non plus aller les chercher en Amérique. Donc... D'autres questions? Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Ça fait bien plaisir, je trouve que c'est une initiative exceptionnelle. On est dans le circuit court et on est dans un contexte d'information qui manque cruellement. Et donc, je lisais l'affiche qui est derrière vous. Vous l'avez lu? Bon. Bien. Et donc, il y a une première interpellation. Je lis, 90% de l'alimentation des bovins est produite à la ferme. En fait, on devait lire, 90% de l'alimentation des bovins est produite dans cette ferme. Où en est-on réellement dans l'ensemble des fermes wallonnes? Et donc, comment faire en sorte que ce 90% soit atteint dans toutes les fermes? Première question. Alors, il ne faut pas de langue de bois, évidemment, et c'est clair que dans certaines fermes, on importe beaucoup d'aliments. On doit acheter beaucoup d'aliments pour nourrir les animaux. Donc, ça, c'est un fait, et que plus les terrains sont pauvres et bon marché, plus il est possible de faire de l'extensif. Mais à partir du moment où les terres agricoles et les prairies sont très chères, ben on est obligé d'intensifier un petit peu. Maintenant, je pense qu'il faut voir les choses de façon un peu plus globale. Parce que même les aliments qui rentrent dans ces fermes-là sont quand même issus du secteur agricole local. Il y a maintenant des fermes où ils ne font plus d'élevage, ils ne font plus que des cultures, et ce sont pratiquement que des coproduits de ces cultures-là qui servent pour l'alimentation humaine, qui sont en réalité consommés par les ruminants. Les ruminants, en réalité, sont les poubelles de nos tables. Et c'est clair que sans eux, on serait bien embarrassé d'écouler les pulpes surpressées, les drèches de brasserie, les différents tourteaux, etc. Ou les coproduits des agrocarburants. Donc, en fait, il faut voir les choses de façon plus globale et les ruminants sont vraiment les poubelles de nos tables. Ai-je droit à une seconde question? Oui, pas de problème. Bien. Oui. Et donc, j'ai bien compris qu'on est ici dans un centre d'excellence d'élevage du charolais. C'est bien ça? Non, j'ai rien compris. Mais je vois... C'est fort croisé blanc-bleu depuis très longtemps. Hein. Depuis très longtemps, ok, bon. Donc, mais dans blanc-bleu belge, je vois bleu. Vous me suivez? J'aimerais en fait entendre un responsable politique bleu, hein, puisque blanc-bleu, s'exprimer à l'encontre de leur politique en matière de soutien effectivement aux éleveurs. Est-ce que quelqu'un pourrait se mouiller et exprimer ses résolutions? On peut demander à Caroline Cassard de venir sur le podium, s'il vous plaît. J'ai vu bac. Caroline Cassard, si. Tu peux t'avancer, non? Voilà, bonjour à tous. En tout cas, merci de me donner la parole aujourd'hui. Et il est vrai que nous réjouissons vraiment de l'accueil que Caroline et Manu nous font ce jour. Et rapprocher le citoyen avec l'agriculture, rapprocher le citoyen avec leur réalité, ça me paraît évidemment très important. Et c'est ce genre de manifestations que nous devons pérenniser, que nous devons en tout cas multiplier dans notre arrondissement, parce que ça nous paraît évidemment. Grand merci à Caro et à Manu pour notre accueil et pour la belle organisation de ce jour. Merci.
Nous étions déjà là l'année passée. C'est vrai que lorsqu'on est ici, on parle agriculture, on parle ruralité. Pouvoir parler agriculture, c'est évidemment dans mes gènes, puisque je viens du monde agricole. Ça me paraît évidemment indispensable. Nous sommes dans un arrondissement où la ruralité, où l'agriculture est évidemment bien présente et où nous avons, en tout cas, le défi de les défendre, de réconcilier le citoyen avec le monde agricole, parce qu'il y a réellement besoin que cette image puisse en tout cas transparaître dans nos communes, mais aussi dans nos quelques grandes villes telles que Anu, Warem, oui, parce qu'il faut vraiment redorer cette image et réconcilier le citoyen avec cette image agricole. Alors, on parle de viande. Je peux vous dire que je suis une grande défendresse de la viande, grande défendresse de notre race. J'ai dit ce midi, lorsque nous avons mangé, que la viande était excellente. Et je ne supporte pas lorsqu'on peut dénigrer une race ou une autre, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment la qualité de nos produits que nous devons défendre. Et je crois que c'est ce que se fait Manu au quotidien. C'est ce qu'il fait toutes les semaines lorsqu'il essaye de vendre, lorsqu'il essaye de promotionner sa viande dans l'arrondissement et dans les quelques grandes surfaces de l'arrondissement ou les plus petites surfaces de l'arrondissement. Et je l'en félicite parce que c'est de cette manière que nous pourrons réconcilier le citoyen et le refaire manger de la viande. Il nous faut de la viande de qualité. Nous avons ça dans notre arrondissement. Nous avons des agriculteurs qui travaillent extrêmement bien et je pense qu'on doit le reconnaître. J'étais encore à un débat il y a quelques jours où on nous parlait de cahiers des charges pour les cantines scolaires et on nous a parlé de bio et je peux vous dire que j'ai fait des hops et je leur ai dit ce n'est pas normal, nous devons parler local. Je pense que nous avons des choses locales qui sont excellentes et nous devons les prôner pour nos cahiers des charges, aussi bien dans les cantines scolaires que dans d'autres SBL. Et c'est ça que nous défendrons dans notre arrondissement aujourd'hui et demain, vous pouvez compter sur nous. Voilà en tout cas le message que je voulais faire passer. Un petit clin d'œil par rapport au Blanc-Bleu. J'habite la région dans le Condro, qui est vraiment le bassin du Plan Bleu. Je le défendrai toujours parce que je pense que c'est une viande de qualité et que nous devons prôner. Elle est reconnue, en tout cas, nous en avons mangé ce midi, elle était excellente et je crois qu'il faut en tout cas le prôner. Et merci à vous tous d'être présents et je compte sur vous pour prôner l'agriculture au quotidien, à vos voisins, vos familles, parce que nous avons grandement besoin. Merci à vous. Bien, je vous remercie de votre réponse. Mais si je puis me permettre, vous n'avez pas entièrement répondu à ma question. Mais oui, en fait, tout compte fait, quelle était la question? Dites-moi. Et donc, si tant est que vous étiez une de mes anciennes étudiantes, je vous inviterai à revenir en septembre. Mais tout à fait, mais lorsque je suis montée sur le podium, on m'a dit quelle est votre position par rapport à la viande. On ne m'a pas dit l'exacte question que vous m'avez posée. Oui, voilà. Vous pouvez me la reposer sans problème. Vous participez à un débat, donc j'ai supposé naïvement que... On m'a dit il y a 2 minutes que je participais au débat, mais reposez-moi la question, je vous assure que j'y répondrai. Ok, ça va, vous êtes pardonné. Non, mais pas de ça va. Je vous repose la question. Pas de problème. Ça va, mais c'est la dernière fois. Sans problème, mais c'est la première fois que je l'entends. Bien, ok, bon. Et donc, moi, ce qui m'interpelle, car on sait où va la politique agricole commune, hein, on est appelé à voter, à faire un choix européen. Quelle est dans ce contexte la position des libéraux? Parce qu'on sait bien que les contraintes liées au développement local, arrondissement que vous avez évoqué, ils sont largement liées à des décisions qui sont prises ailleurs que dans l'arrondissement. Alors, faut-il pas essayer d'attaquer en haut? Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que le MR est prêt à engager, je dirais? Alors, c'est clair que la politique agricole commune, c'est le défi de demain, parce que c'est à un moment donné un positionnement de l'Europe que nous devons défendre aussi. Alors, c'est trop facile de dire à un moment donné que les régions n'ont rien à dire. Je pense que l'Europe donne des grandes lignes, que chaque région, chaque ministre de l'agriculture a des tiroirs et peut aussi, en tout cas, prendre une certaine direction et prendre aussi une certaine position par rapport à ces régions. Nous n'avons pas, nous, en région wallonne, la même agriculture que d'autres États membres. Et donc, nous souhaitons vraiment, à un moment donné, avoir une position forte. Alors, avoir une position forte, c'est dire quoi? C'est essayer d'avoir un budget important. Nous savons tous qu'il devrait être vu à la baisse, mais nous devons en tout cas le maintenir et nous battre pour ça. Nous devons aussi bien expliquer aux différents États membres qu'en région wallonne, nous avons une agriculture qui est différente que celle qui est exercée en Pologne. Nous n'avons pas les mêmes contraintes. Je parle aussi d'un point de vue territoire. Nous n'avons pas le même prix de la terre, nous n'avons pas le même prix de la main-d'œuvre. Et donc, nous devons essentiellement être attentifs à la convergence. Nous devons aussi, alors, défendre, je sais que c'est un terme qui est un peu bateau, l'agriculture familiale, mais moi, je peux vous dire
qu'en région wallonne, nous avons toute agriculture familiale. Nous ne sommes pas avec un modèle argentin, ni un modèle américain, nous sommes avec un modèle familial ici en région wallonne. Et c'est un modèle que je défendrai. Alors, défendre aussi l'agriculture, c'est défendre ses qualités de produits. Et donc, ça aussi, ce sera un modèle que nous devons défendre à la future PAC. Défendre aussi la main-d'œuvre. Je pense que ça pourrait être aussi un caractère qui pourrait entrer dans ces différentes mesures de PAC. Mais il y aura différents éléments, mais nous devrons aussi être excessivement attentifs au fait que notre région est une région spécifique qui est différente des autres États membres. Et donc, nous aurons une ligne de conduite que l'Europe donnera, mais nous devrons l'adapter à notre région. Et donc, nous devons aussi garantir, par la nouvelle politique agricole commune, la transmission des exploitations pour nos jeunes agriculteurs. Et ça, je pense que j'y serai très attentif. Pourquoi? Parce que je le vis chez moi et je peux vous dire que pour le moment, c'est le parcours du combattant. Et donc, demain, la transmission des exploitations à nos jeunes devra se faire mieux, plus vite et d'une manière plus moderne. En tout cas, c'est le combat que je prendrai. Merci pour votre réponse. On va demander maintenant au professeur Rollin de nous refaire une petite synthèse sur le bilan carbone des prairies, s'il vous plaît. Merci. Oui. Oui, alors, les prairies, en fait, il y en a de deux types. Il y a des prairies permanentes et des prairies temporaires. Donc, les prairies permanentes, ce sont celles qui sont prairies depuis au moins 5 ans. Après, le bilan carbone de ces prairies peut varier d'une année à l'autre en fonction de la météo. C'est vrai que des années sèches, elles jouent un petit peu moins ce rôle-là que des années plus favorables d'un point de vue météorologique. Maintenant, ces prairies fournissent un aliment qu'il n'y a pas plus local, puisque les vaches mangent directement l'aliment à la source, sur le sol. Donc c'est l'aliment le plus local qui soit, ça c'est une chose. Et ces prairies permettent de compenser une grande partie des émissions de gaz à effet de serre des ruminants. Et ça, ce n'est malheureusement pratiquement jamais pris en compte par les détracteurs des ruminants qui ne comptent que leur empreinte carbone à charge. Et en ne tenant pas compte de l'impact de ces prairies, l'impact intéressant que ça a. Donc là, il faut vraiment être attentif à ça. Mais d'un autre côté, il faut essayer de privilégier les ruminants qui continuent à pâturer. Et là, il est clair que dans les grandes exploitations laitières, par exemple, ça devient difficile à assurer malheureusement. Donc si on veut favoriser les prairies, ça revient en quelque sorte à favoriser aussi des élevages de plus petite taille. Je vais me permettre de faire un petit commentaire que je fais souvent au grand public qui n'y connaît rien. Bien souvent, les gens ont un avis très complexe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout le monde a un avis sur l'élevage. Mais la première prairie que les gens ont chez eux, c'est leur pelouse. Et là-bas, on n'est pas du tout en circuit court en production de viande. La seule chose qui passe sur la pelouse, c'est une tondeuse qui est alimentée soit avec de l'électricité, soit avec du pétrole. Et donc, si les gens voulaient simplement comparer chez eux à la taille domestique, c'est-à-dire avec une prairie qui correspond à un petit ménage, eh bien, en fait, un agriculteur fait un travail de captation carbone qui est sans équivalent, puisque le particulier en face, lui, ne fait que dépenser du carbone pour s'occuper de son jardin, pour aller au cinéma, pour ouvrir son frigo. Et donc, je disais à un ami qui a construit à Bolan, donc on est sur le plateau de Herve, et qui dit, avant que tu n'arrives ici, c'était des prairies. Alors imagine, tu as pris 2500 mètres carrés pour construire ta maison, c'est-à-dire un quart d'hectare sur lequel mangeaient 2 vaches. Allez, peut-être 3 vaches si le fermier était fort intensif. Et en fait, en construisant la maison, tu enlèves 2 vaches d'impact carbone, mais tu as remis à la place 2 SUV, 4 écrans de télé, 2 frigos, 4 enfants, et puis les fêtes, et puis la piscine, et puis etc. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, à cause des réseaux sociaux, ont un avis sur l'agriculture, mais globalement, les gens oublient leur propre impact carbone qui est colossal. C'est-à-dire que bien souvent, les agriculteurs vivent avec beaucoup moins que le commun des mortels. Voilà. C'est un peu un avis général. Voilà, une question supplémentaire ici. Au niveau du commerce de la viande, ici, chez Manu, il y a des colis à la ferme qui sont vendus. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire d'avoir d'un côté une vente à la ferme qui se fait et d'un autre côté de la vente qui se fait dans des grands magasins? Est-ce que
le commerce local, finalement, ne va pas finalement tuer la grande distribution? Non, je ne pense pas. En fait, je pense que tout ça, c'est complémentaire. On doit... vous savez, les métiers se complexifient très très fort. Le métier de la boucherie, c'est celui que je connais le mieux. Je peux vous dire que ces 20 dernières années, c'est devenu vraiment très compliqué et très complexe. Mais je pense, en discutant, et on en a encore discuté ici il y a une demi-heure, l'agriculture, être éleveur, ça devient vraiment très compliqué. C'est des vraies entreprises. Il faut aussi des tableaux de bord. Donc, je me dis que oui, être éleveur et être boucher, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, il y en a qui le font très très bien, et c'est magnifique. Mais peut-être que pour ceux, en tout cas, qui n'arrivent pas à le faire, il y a une complémentarité à aller chercher, où un éleveur, ou bien une coopérative, hein, c'est peut-être pas un éleveur tout seul, s'associe à une boucherie et en fait rétablit finalement ce circuit court et local, et toute cette approche de traçabilité. On sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient, donc on peut faire ça par des partenariats. Donc pour moi, c'est complémentaire. Petite question supplémentaire. C'est pour Madame Dufray. J'ai remarqué sur une photo sur Facebook que dans la viande qui provenait de chez Emmanuel Laruelle, il n'était pas marqué blanc, bleu, belge sur les colis de viande, enfin sur les morceaux de viande. C'est vrai. Le blanc, bleu, belge, en tout cas, pour le consommateur lambda, a parfois une mauvaise réputation. C'est une viande qui est très musclée, c'est une viande qui parfois a choqué. Et donc, voilà, il y en a qui l'appellent la bleue des prés. Nous, c'est vrai qu'on l'appelle aussi parfois la viande, la vache ardennaise. Voilà, ça c'est plus, c'est commercial, c'est marketing. Sur le fond, on est, mais alors là, intimement persuadé que le blanc bleu belge, c'est vraiment la viande, une viande au top. On a, je pense en Belgique, une des meilleures viandes du marché. On a une viande qui est tendre, on a une viande qui est constante, on a une viande qui est peu grasse. Je le dis toujours, et celle que Manu met chez nous, c'est de la femelle, parce qu'on peut aussi répondre à notre blanc bleu belge avec une viande qui est beaucoup plus goûteuse. Si on part sur de la femelle, on peut avoir une viande plus rouge et plus grasse qui se rapproche des viandes étrangères qui sont, je sais pas, qui ont un petit peu plus peut-être le vent en poupe. Donc voilà, nous on reste des fervents défenseurs du blanc bleu belge sur le fond. C'est vrai que côté marketing, on utilise peu le terme. Alors voilà, est-ce que ça doit changer? Ça, je sais pas, mais nous en tout cas l'important c'est que la viande se vende, se mange, et surtout que le client la rachète. Petite question supplémentaire pour Manon. Vous êtes représentante d'une chaîne de magasins, que ça soit la vôtre ou une autre. Vous avez toujours la même composition, c'est de proposer chaque fois, maintenant c'est la mode, des rayons bio. Pourquoi est-ce que vous osez mettre des rayons bio où les cahiers de charges ne sont pas du tout les mêmes? Donc on retrouve du bio qui vient du fin fond du monde avec du bio d'ici, qui je pense ne sont pas du tout avec les mêmes coûts de production. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une différence, et pourquoi est-ce qu'on ne tire pas justement sur le local? Parce que du bio de 5000 km, pour moi c'est pas du bio. Alors voilà, moi je représente pas Delhaize et je représente pas Carrefour, je représente les boucheries Dufray. Chez Dufray, on ne vend pas du bio, donc nous on est vraiment les vrais défenseurs de la viande belge et de la viande locale. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a à côté de ça, le monde du bio se développe. On fait partie de supermarchés où on est obligé d'avoir des rayons bio. Maintenant, si vous regardez dans les supermarchés, quand même, le rayon traditionnel et le rayon libre-service, où on a notre viande bien belge, en mettrait nos rayons traditionnels, c'est au minimum 9 mètres. Nos rayons libre-service, c'est facilement 7,50 mètres sur 4 planches de haut. À côté de ça, vous avez le rayon bio en viande qui reste quand même fort marginal. C'est un rayon de 1,25 mètre. Hein. Donc voilà, il y a une clientèle. Donc les supermarchés doivent répondre à toute la clientèle. Mais ça reste, je pense, marginal par rapport à la viande locale. Et voilà, le bio, on doit en avoir, mais vous pouvez me croire, en termes de vente et de chiffre d'affaires,
c'est la viande, c'est le blanc-bleu, c'est la viande locale qui sort et c'est pas le bio. Pas encore en tout cas. Petite question sur l'eau. Voilà, moi j'avais aussi une question, enfin en tous les cas une remarque. Quand on dit qu'il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande, ça veut dire qu'une bête qui pèse 500 kg de viande devrait boire 7 500 000 litres d'eau. Si cette bête fait 750 kg vivante, je pense qu'il y a un petit problème. Et ça, je pense qu'il faut le dire haut et fort à tout le monde, qu'une bête ne s'est pas ingurgiter 10 fois plus que son poids vivant, par jour, comme nous. Oui, ben, tu pointes là vraiment un problème de société, c'est que maintenant les gens connaissent tellement peu le secteur agricole qu'on peut leur faire gober n'importe quoi, y compris des chiffres complètement aberrants. Et ça, c'est un très bel exemple. Maintenant, quand on se tourne vers la publication de ces chiffres, le calcul est correct. Il y a juste un petit problème, c'est qu'ils ont comptabilisé l'eau qui était tombée du ciel pour nourrir les prairies, je dirais, pour abreuver les prairies, etc. Et donc c'est clair qu'en comptant cette eau-là, qui de toute façon va retourner pour une grande partie dans les nappes phréatiques, ben on gonfle les chiffres de façon complètement exagérée. Et donc ce chiffre, c'est la somme de l'eau bleue, de l'eau grise et de l'eau verte. Mais la plus grosse partie de ces 15 000 litres, c'est de l'eau verte qui, de toute façon, ruminant ou pas, serait tombée sur le sol. Et ça démontre vraiment un petit peu la naïveté et la méconnaissance du consommateur pour le secteur agricole actuellement. Et donc il y a un énorme travail pédagogique à faire, de communication et d'éducation du consommateur qui a perdu tout contact, pour la plupart, avec ce monde agricole. Un petit complément de la part de Léonard. Je vais juste vous demander quelque chose, parce qu'on n'est pas juste venu vous raconter une histoire. Moi, j'ai remarqué un truc. Hier, j'ai accueilli 240 enfants. Sur 240 enfants, il y avait 3 enfants qui n'aimaient pas manger de la viande. Donc on est loin de ce qu'on nous raconte dans les médias, qu'on est dans l'hémorragie des gens qui ne veulent pas manger de la viande. En réalité, les gens découvrent qu'ils n'aiment pas la viande quand ils deviennent adultes, et à cause des réseaux sociaux, à cause de la désinformation sur le secteur. Mais je peux vous dire un truc, c'est que le travail sur la qualité des aliments, le respect des productions locales, etc., c'est pas aux médias à le faire, c'est aux parents. Et donc ça veut dire que moi, à l'âge de 6 ans, à mes enfants, je leur ai dit, voilà, quand on mange de la viande, on a été tuer une bête à l'abattoir, et donc quand tu manges de la viande, c'est un animal qu'on a tué. Comme ça, mes enfants, à 15 ans, ils ne découvriront pas qu'en fait, quand ils mangent de la viande, on a tué des animaux. Donc là, la responsabilité des parents dans notre société moderne, c'est de ne pas édulcorer la façon dont on vit. C'est-à-dire que quand on tue des animaux, c'est pas un drame d'aimer ces bêtes et de les emmener à l'abattoir. Manu l'expliquera mieux que moi, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui prend le temps, la nuit avant l'abattage, d'amener ses animaux sur site pour justement que l'abattage se passe dans des conditions les plus paisibles possibles. Donc on peut résoudre l'équation. On peut résoudre l'équation de réconcilier et la productivité, la viande du blanc-bleu, il faut vous dire quand même qu'il n'y a aucune viande qui est rentable en Wallonie. Si vous prenez la SB, vous ne pouvez pas produire autre chose que du blanc-bleu à 80 000 € l'hectare. Vous pouvez essayer, vous pouvez essayer. Et donc voilà, gardez en tête en partant d'ici que le travail, vous pourriez avoir 50 personnes ici pour vous expliquer la vie, vous pourriez lire 50 000 articles sur le sujet, mais le premier travail, c'est de commencer à conscientiser les enfants sur la réalité de nos modes alimentaires et de ne pas avoir des enfants qui découvrent qu'en fait la nourriture n'est pas produite par les supermarchés, mais elle est produite à la ferme par des gens qui travaillent jour et nuit. Je vous remercie. Voilà, je crois qu'on a fait un tout petit peu le tour de la question. Je tiens à fortement remercier mes 3 orateurs, parce que ça fait plaisir d'entendre des gens qui sont je ne vais pas dire à 100 ni à 200, je vais dire à 300% derrière nous. Donc c'est pas des gens qui élèvent des veaux, ni des vaches, ni rien, mais c'est des gens qui vivent avec nous et grâce à nous. Et je crois que c'est là qu'on doit remettre la question. C'est vrai que les agriculteurs, les éleveurs, on ne représente plus, je crois que c'est même plus 1% de la population. Mais il faut savoir que derrière nous, c'est pas, je crois que c'est même pas 1, mais c'est beaucoup plus. C'est peut-être 10 ou 20% de la population, je vais pas dire qu'ils vivent grâce aux éleveurs, parce que c'est vraiment pas le cas, mais qui vivent avec nous. Et je crois que
comme je vous l'ai dit tantôt, il faut qu'on se rende compte que il faut qu'on remette les choses en place et qu'on remette surtout, on disait l'église au milieu du village, mais maintenant je crois qu'il faut qu'on remette la ferme au milieu du village. Et je vous remercie tous.